Retour sur le plateau de Polytech TV pour le premier de deux grands débats programmés cet après-midi. Premier grand débat sur la ville durable. Vous savez que la ville durable et intelligente est à l'honneur ici à Polytech 2012, avec notamment le Sustainable City Solutions, les deux journées qui viennent de se dérouler, le mardi et mercredi, autour de, je dirais, les villes durables et les solutions offertes pour construire des villes durables, avec des acteurs majeurs présents ici sur le salon, un espace dans le salon ville durable et réseaux urbains intelligents, et surtout toute une sélection d'innovations pour une ville durable et intelligente. Ça, c'est pour le programme de Polytech. Nous avons voulu, pour Polytech TV, aller un petit peu plus loin, sans trop intellectualiser la chose, mais aller un petit peu plus loin dans le concept de ville durable, dans l'idée de ville durable, en réunissant trois femmes. Je suis bien entouré cet après-midi. Anne Charéron, d'abord, qui est chargée de mission stratégique ville durable au Commissariat général du développement durable au MED. Il y a à ses côtés, non pas à ses côtés, en face d'elle, Catherine Savard, qui est responsable des partenariats à la direction aménagement et nouveaux services urbains chez Veolia Environnement. Et puis Sophie Donabédian, qui est directrice du développement Smart Cities chez Schneider Electric. Madame Charéron, d'abord, bonjour, prenez votre micro. Alors, de quoi parle-t-on du point de vue, par exemple, du ministère, en tout cas des pouvoirs publics? De quoi parle-t-on quand on parle de ville durable? Alors, donc, bonjour, je vous remercie de m'inviter à cette table ronde. Quand on parle de ville durable, la tendance a déjà été dans un premier temps de parler d'écoquartier. C'était vraiment, tout le monde s'est mis à faire des écoquartiers et on a considéré que faire un écoquartier, mettre en place des systèmes d'économie d'énergie, de transport à pied, faire des écoquartiers, c'était faire la ville durable. Alors moi, je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que pour nous, la ville durable, ça se situe à une échelle beaucoup plus large que les écoquartiers. Pour nous, la ville durable, ce n'est pas une somme d'écoquartiers déconnectés les uns par rapport aux autres, c'est une ville en fait. C'est une ville avec sa propre logique, en fait, avec une ville dans laquelle il y a des espaces collectifs, des espaces publics, une ville dans laquelle il y a des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie, une ville dans laquelle on peut où il y a une mobilité qui est beaucoup plus durable en fait que l'utilisation des véhicules individuels. Donc une ville où on a de la nature en ville. Donc une ville durable, c'est vraiment un ensemble de... C'est un ensemble urbain, on appelle ça, nous, c'est un système urbain, si vous voulez, dans lequel les gens, où il y a aussi une approche, en fait, qui n'est pas ce sont des villes qui ne sont pas réservées à un petit noyau de gens qu'on appelle quelquefois les bobos, comme ça a été le cas dans certaines premières expériences, notamment dans des pays nordiques. Une ville durable, c'est une ville pour tout le monde, en fait. C'est une ville qui est accessible à tout le monde. Et c'est une ville, finalement, où à la fois on répond à des objectifs de développement durable, mais en même temps, c'est une ville agréable à vivre, ce qui est quand même très important pour une ville. Alors, on parle bien de nouvelles formes urbaines. C'est ça, en fait. Je voudrais vous entendre toutes les deux sur votre vision, vous, de la ville durable. Alors, peut-être Sophie Donabédian, puis après Catherine Savard, allez-y. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de ville durable ou ville intelligente. C'est vrai qu'on a pas mal de vocables. Moi, je rejoins Madame Charéron-Perchet sur le fait qu'il faut qu'on ait la bonne échelle quand on parle de ces thématiques-là. Pour nous, ça passe par une plus d'efficacité dans les réseaux et les réseaux au sens large, c'est-à-dire les réseaux physiques, les infrastructures, mais aussi les réseaux de communication, les réseaux sociaux, tous ces réseaux-là. Donc vraiment le mot réseau au sens large. Il faut qu'il y ait plus d'efficacité dans ces réseaux pour qu'il y ait plus de partage, plus de fluidité, parfois plus d'intégration et moins de silos. Donc un fonctionnement qui soit plus organique de la ville et non pas autant en silo que ça peut l'être aujourd'hui, pour justement plus de durabilité de la ville et finalement pour rendre le territoire plus attractif, ce qui est finalement l'enjeu d'une ville. Oui, une des caractéristiques, c'est la mise en synergie des réseaux physiques, énergie, eau, transport et des réseaux numériques. C'est là qu'on commence à gagner en potentialité, hein. Tout à fait, et il ne faut pas oublier la dernière couche qui est celle du lien avec le citoyen, du lien avec l'usager, avec les résidents, les touristes, etc. Donc il y a bien ces différentes couches de réseau, le réseau physique, le réseau numérique que vous mentionnez, et puis les réseaux humains, entre guillemets. Donc il faut faire ce lien-là entre tous ces niveaux. On reviendra sur la citoyenneté, l'acceptabilité des citoyens aussi par rapport à l'évolution et à la mutation de la ville dans laquelle ils vivent. Catherine Savard, votre vision de la ville durable? Oui, moi je reviendrai sur... Un peu plus près le micro. Je reviendrai sur l'approche globale, en fait. Une ville durable, c'est vraiment une ville qui a un projet de développement pour son territoire, dans laquelle l'ambition est portée par l'équipe municipale,
Et si possible, cette ambition, il faut qu'elle soit partagée à la fois par les citoyens, par les autres acteurs de la ville, que sont la société économique, la société civile, les associations. C'est également, dans ce projet de développement, on doit pouvoir intégrer des préoccupations environnementales, qui sont des préoccupations de limitation d'impact, mais également de préservation des ressources et d'économie des ressources. On doit également intégrer des préoccupations de qualité de vie et de cohésion sociale. Ça me paraît vraiment important. Tout ceci devant constituer des facteurs de croissance pour le territoire et constituer un dynamisme, un véritable dynamisme pour la ville. Alors, Madame Charéron-Duzier, la ville durable n'est pas une somme d'écoquartiers. Donc on est à une échelle basique, l'écoquartier, et vous reconnaissez vous-même que l'approche des pouvoirs publics au départ était assez basique, mais c'est normal, on commençait un processus. Donc ce n'est pas une somme d'écoquartiers, sauf que pour sortir de ces échelles de base, pour construire des villes durables, il faut du foncier, il faut des terrains. Alors comment sortir de ces échelles de base? Je pense qu'il faut, aujourd'hui en France, on n'est plus tellement dans l'idée de construire des villes nouvelles, en fait, et donc d'avoir des besoins de foncier importants pour construire des villes nouvelles. Donc, pardonnez-moi, donc je fais juste une parenthèse, la ville durable n'est pas une ville nouvelle. La ville durable n'est pas une ville nouvelle. Si vous êtes pas forcément une ville nouvelle. Pas forcément, voilà. Si vous êtes en Chine, la ville durable, c'est souvent une ville nouvelle. Si vous êtes en Europe, en France en particulier, quand on parle de ville durable, on parle essentiellement de renouvellement urbain, à part des cas un peu assez, disons, spécifiques, mais disons que toutes les grandes opérations qu'on voit aujourd'hui, que ce soit à Lyon, la Confluence, où c'est des friches industrielles en fait qui ont été réutilisées, que ce soit le quartier de l'Union, enfin l'Union dans une métropole, que ce soit le quartier de Bonn et la Grenoble, dans toutes ces villes-là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire une ville durable à partir de ce qui existe déjà. Et je voulais juste vous signaler que, de toute façon, aujourd'hui, ce que nous on dit toujours, c'est que 70% de la ville de 2050 existe déjà. Donc il faut faire avec ce qu'on a, et c'est d'ailleurs ce qui est beaucoup plus difficile, parce que, par exemple, mettre en place des systèmes dans le bâtiment, d'économie d'énergie, dans de la construction neuve, c'est relativement facile, mais le faire dans des copropriétés ou dans l'habitat existant, c'est beaucoup plus difficile. Donc oui, le challenge, il est là. Et vous prenez l'exemple de Lyon. Nous recevions l'autre jour Gérard Collomb, le maire, enfin le sénateur maire de Lyon et président du Grand Lyon, qui nous disait effectivement il y a le quartier de la Confluence, et puis en ce moment, il y a un projet qui est en route sur La Part-Dieu. La Part-Dieu, c'est une ville, enfin c'est un quartier, pardon, qui date à peu près des années 70, et on se rend compte qu'on peut faire des choses dans un quartier existant, et donc là étaler un petit peu les expériences et les dispositifs sur le territoire, et faire que Lyon, peut-être sur d'autres quartiers, mais c'est l'exemple lyonnais, hein, on aurait pu en prendre d'autres, arrive effectivement à rentrer dans le scope de la ville durable. Puis autre notion, vous disiez aussi, en préparant cette émission, qu'on ne construit pas la même ville durable en Europe du Nord que dans le sud de l'Europe. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que d'abord, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une ville méditerranéenne du genre Marseille, Montpellier, ou quand vous êtes dans une ville qui soit en Europe du Nord ou au nord de la France, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Et je dirais la culture de la ville, la culture urbaine n'est pas la même. Donc il faut une ville durable, c'est aussi une ville qui s'inscrit dans un contexte qui existe. Chaque ville a sa mémoire, chaque ville a son passé en fait. Et donc la ville durable, elle n'arrive pas comme ça, comme quelque chose qu'on poserait au milieu en faisant fi de l'existant. Donc la ville durable, elle s'intègre dans un environnement à la fois socio-économique, mais aussi patrimonial, mais aussi climatique, qui est spécifique à chaque ville. Et c'est pour ça que nous on dit il n'y a pas un modèle de ville durable, il y a une multiplicité de modèles de ville durable. Et d'ailleurs, la ville durable, c'est pas un modèle, c'est plutôt un objectif qu'on tente à atteindre. Une visée, oui. Une vision de ville qu'on tente à atteindre. Alors, ce qu'on sait, c'est que la vision, comme vous disiez, ce sont les politiques qui les ont, les élus. Alors vous, pour Schneider Electric, et puis vous, pour Veolia, vous avez un contact permanent avec les collectivités locales. Comment vous approchez ces notions de smart city, de ville intelligente, vis-à-vis des élus, de ceux qui vont décider, donc qui vont non seulement décider, mais porter la responsabilité de ce qu'ils font. Ça peut être un échec, on a des exemples en France, ça peut être une réussite. En tout cas, ils ont ce besoin de réussir. Alors comment vous les approchez? Comment vous approchez globalement votre action et comment vous amenez votre offre auprès des collectivités locales?
Nous, aujourd'hui, on a une approche véritablement partenariale, collaborative. Je pense que c'est un mot qui revient auprès de tous les acteurs de l'écosystème aujourd'hui. Quand on parle de ville, je disais tout à l'heure, on parle d'un organisme vivant. Il faut donc arriver à... On ne vient pas avec notre offre en parlant de technologie, etc. Il faut avoir une approche qui soit différente et partir véritablement des points critiques de chaque ville. Et Madame Charéron parlait on va dire, de la différence qu'il peut y avoir entre chaque ville. Une ville va avoir des problématiques prégnantes de transport ou d'énergie, etc. Et pas nécessairement sur tous les fronts avec la même criticité. Donc nous, on travaille beaucoup au sein de groupes internationaux ou français pour travailler en collaboration avec les villes, les collectivités qui vont être finalement la force de pilotage, mais aussi avec les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, pour créer cet écosystème dans lequel nous, on peut contribuer du côté technologique, mais dans lequel on va avoir besoin d'architectes, d'urbanistes, de confrères comme Veolia, pour créer et aller vers cette ville durable. Donc, ce que vous dites aux collectivités locales, enfin aux élus, c'est de créer d'abord, alors je vais simplifier, une sorte de comité de pilotage, essayons d'être le plus en amont des projets, presque en assistance à maîtrise d'ouvrage, pour bien identifier les problèmes et pour tout de suite passer au mode collaboratif. C'est ça, Catherine Savard ? En tout cas, ce qu'il faut effectivement dire, c'est que la technologie n'est pas une fin en soi. Oui, elle reste vraiment au service de la vision de la ville et de la manière dont elle va piloter son fonctionnement. Donc la technologie doit vraiment s'intégrer dans une offre de service et elle doit surtout aussi s'intéresser aux aspects comportementaux et aux usages. Il ne faut vraiment pas que la technologie soit déconnectée des usages et des aspects comportementaux. La performance environnementale de la ville, elle va reposer en grande partie sur le comportement des citoyens. Ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment le rappeler. Donc il faut un ancrage local, parce que c'est difficile d'arriver dans une ville et de décréter que c'est comme ça qu'on va mettre les réseaux de transport, c'est comme ça qu'on va organiser l'habitat. Il y a besoin d'un ancrage local, d'une bonne connaissance du patrimoine de la ville. Oui, un ancrage local, une bonne connaissance du patrimoine et également s'appuyer sur la participation citoyenne, sur les démarches qui vont impliquer le citoyen de plus en plus en amont dans les projets. On insiste également sur l'aspect sensibilisation et formation des usagers. Et ça, c'est le travail de qui ? Alors évidemment, ça va s'appuyer sur les opérateurs de services. Ça peut être mis en place par la collectivité. On va s'appuyer également sur les conseils de quartier, voilà, ça s'applique en fonction de l'échelle, en fait. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de vision. Effectivement, je pense que c'est la première étape. Il faut se fixer une vision, puis la feuille de route. Et assez rapidement aussi des actions immédiates, parce que pour justement, je dirais, embarquer et les citoyens et les partenaires et l'écosystème dans, on va dire, cette feuille de route jusqu'à la vision, il faut aussi être capable de se mettre des jalons à court, moyen terme, pour que les gens se sentent impliqués, se sentent investis aussi de cet accompagnement jusqu'à la ville durable. Donc ça veut dire que la ville durable est polymorphe, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément... Alors, on le disait, une ville durable en fonction de la zone géographique où on est, mais ça paraît naturel, mais aussi on n'a pas forcément le même besoin de ville durable. À Anne-Charéron, il y a plein d'exemples où on va peut-être vouloir une ville avec plus de nature, une ville avec plus de technologie. Enfin, c'est à cette échelle-là aussi, enfin, ou à ce carrefour-là aussi qu'on choisit. Je pense qu'il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, comme le disait Catherine Savard, la morphologie de la ville, le fait qu'une ville... soit d'une ville enclavée, comme par exemple une ville comme Grenoble, qui a une topographie assez particulière, où il y a des villes appellent à certains types de projets, si vous voulez, un certain type de développement durable, je dirais, de villes durables. Vous avez d'autres villes qui sont confrontées à qui sont des villes où le fleuve ou l'eau joue un rôle très important dans le projet urbain, si je puis l'appeler comme ça, et où la ville durable va être organisée autour de cette importance du fleuve ou de l'eau. Je pense à ce qui a été fait à Nantes Métropole ou même à Lyon, en fait, avec l'aménagement des berges du Rhône. Donc, bon, d'une part, cette question de spécificité, je dirais, de la ville joue. Et puis, il y a quand même autre chose qui me paraît extrêmement important, c'est que c'est un élu qui va porter le projet. C'est-à-dire que celui qui va porter le projet, celui qui porte cette vision de la ville durable, c'est un élu. Donc, je pense que c'est pas lui qui va décider tout seul ce qu'il veut faire de sa ville. Parce que les élus, maintenant, consultent énormément, ont des tas de... C'est pas lui tout seul qui est dans son coin qui va décider ça. Mais quand même,
il y a un projet qui est porté par un élu. Et je crois que c'est vraiment très important. Et c'est l'élu qui peut décider, par exemple, vous prenez le cas de Nice, par exemple, je crois que l'importance qu'accorde M. Estrosi à la dimension nouvelle technologie est extrêmement forte et a contribué au dynamisme de la ville de Nice dans le domaine des nouvelles technologies. Si je prends une autre ville comme Issy-les-Moulineaux, par exemple, qui est aujourd'hui un des premiers réseaux de smart grid qui fonctionne, bon, je crois que l'attention portée par le maire d'Issy-les-Moulineaux, M. Santini, à cette dimension de nouvelles technologies, de faire une ville de quartier d'affaires, etc., c'est certainement ce qui a largement contribué aussi à l'émergence du projet. Donc je pense qu'il faut, c'est pas M. Estrosi tout seul dans son coin ou M. Santini tout seul dans son coin, c'est ces élus-là avec bien évidemment les urbanistes, avec mais quand même le fait qu'il y ait un projet et un élu qui porte ce projet me paraît quelque chose d'extrêmement important. Un projet à quelle échéance? Alors, bon, vous avez pas mal aujourd'hui de démarches qui sont lancées. Je sais plus, par exemple, vous avez une démarche qui est Lyon 2040, je pense que c'est, ou 2030, je ne sais plus très bien. Vous avez Bordeaux qui est aussi une démarche de... Donc, si vous voulez, c'est une démarche qui est plutôt sur le moyen-long terme, mais avec des applications, bien évidemment. Enfin, vous voyez, la démarche, elle est plutôt sur du long terme, mais bien évidemment, l'idée, c'est d'avoir un projet où, assez rapidement, on puisse voir des choses apparaître. On pourrait parler également de l'exemple de Vancouver, qui a lancé en 2009, justement à l'initiative de son maire, qui est très, très moteur là-dessus, l'initiative Vancouver Greenest City 2020, qui vise à transformer la ville en ville la plus verte du monde à cette échéance 2020, ce qui est très court finalement. Mais il a mis en place... Oui, c'est le contre-exemple. C'est l'opposé, c'est-à-dire qu'André Santini à Issy-les-Moulineaux, c'est plutôt quartier d'affaires, ville très technologique. Là, on dit le choix, un peu comme à Nantes, on veut une ville avec plus de nature, plus de vert. Et quelque part, bon, forcément, les réseaux intelligents, c'est quand même mieux parce qu'on maîtrise la consommation d'énergie, d'eau, on a des transports qui sont cohérents. Mais on préfère, alors je ne dis pas verdir, mais permettre à la nature de se réapproprier la ville et aux urbains de retrouver un cadre de vie à peu près correct. Oui, tout à fait. L'aspect cadre de vie est très important et je pense qu'en fait, ils utilisent vraiment cette capacité à faire de la ville finalement une attraction qui est véritablement une attraction mondiale sur la base de ces critères environnementaux. Et finalement, ça devient un booster pour l'économie locale. C'est presque un positionnement marketing d'une ville qui se dit moi je me positionne sur le numérique, je vais être un territoire du numérique ou je vais être un territoire vert. Donc c'est un positionnement marketing quasiment dans la compétition mondiale auquel font face les territoires. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque en se mettant dans une posture un peu marketing, c'est-à-dire de savoir quelle image on veut donner, finalement d'aller vers une surcroissance et peut-être des équipements, des investissements qui seront lourds à amortir? Est-ce que la ville durable, ça peut être une ville de décroissance? Alors, vous parlez de décroissance, moi je parlerais plutôt de sobriété et de bonne gestion des ressources, même de élément de langage du groupe Veolia. Voilà, exactement, mais tout à fait, et même de valorisation optimum des ressources. Je parlais de décroissance, je vous laisse continuer parce qu'en Angleterre, il y a des exemples, on en parlera après. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que cette décroissance, elle a souvent été abordée sous l'angle énergétique. Mais je crois que d'une manière générale, il vaut mieux parler, et je pense que c'est beaucoup plus positif, cette vision à la fois de sobriété qui implique une notion de maîtrise des consommations et de bonne gestion des ressources, en fait, qui permet quand même d'aller de l'avant. Il ne faudrait pas vouloir revenir en arrière, même si on fait très attention à tout ce qui est consommation. Tout à fait. Et on parle également de solidarité, par exemple, énergétique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une approche, entre guillemets, justement à la maille d'un bâtiment ou même d'un écoquartier, si on commence à avoir une approche plus organique, plus sobre au niveau global, mais aussi de solidarité, notamment sur l'énergie ou sur l'utilisation des ressources, on se rend compte qu'au global, on a une utilisation optimale des ressources tout en maintenant un niveau de confort, un niveau de vie qui est agréable pour les usagers et les citoyens. Moi, je voulais rebondir sur votre question. Comme je vous le disais, la ville durable, ça représente beaucoup de choses. Ça peut être différentes choses. Quand même, on a aujourd'hui un mouvement qui s'appelle Slow City, qui est porté par les Italiens,
Comme vous avez la slow food, vous avez la slow city. Donc il y a plusieurs villes françaises qui en font partie, des villes de taille moyenne, qui justement, c'est pas de la décroissance, mais c'est des villes qui portent un projet de ville dans lequel c'est pas la course à la compétitivité et c'est pas la course à avoir toujours plus. C'est l'idée de se dire, prenons le temps mettons en avant et on met en priorité des objectifs qui sont des objectifs de bien-être, de qualité du cadre de vie, plutôt que des objectifs purement économiques, par exemple. Vous voyez ? Donc ça, vous avez aussi un autre mouvement qui s'appelle Transition Tone, qui est un mouvement justement anglais, alors qui lui met beaucoup, alors je ne sais pas, parlons de sobriété, comme le disait Catherine Savard, c'est de la sobriété qui va quelquefois assez loin, puisque ça va jusqu'à de l'autosuffisance. Enfin, c'est quand même un modèle de ville qui est à l'encontre des villes que vous voyez exploser en Chine aujourd'hui, par exemple. Mais bon, ça existe, et je crois que c'est ça qui est justement très intéressant quand on parle de ville durable, c'est que vous pouvez, enfin, ce terme de ville durable est un terme un peu fourre-tout, derrière lequel vous pouvez mettre énormément de choses, en fait. Moi, je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'on soit conscient de son territoire, de ses atouts, de ses contraintes, et finalement de repositionner sa vision et vraiment par rapport à son territoire. Et je crois que d'un point de vue d'utilisation des ressources, il faut vraiment considérer que le territoire a beaucoup de choses à donner. Et c'est comme ça qu'il faut considérer, je pense, l'approche. Je voudrais qu'on aborde un sujet que Sophie Douin-Labédian abordait tout à l'heure sur l'humain, sur le citoyen. Alors on parle de solidarité, on parle d'éco-citoyenneté. Alors je fais juste un aparté pour vous dire que si vous voulez poser des questions, apporter un témoignage, vous levez la main, on peut vous porter un micro. J'aimerais bien que ce soit un débat un petit peu interactif. Donc si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire. C'est assez rare sur ce plateau pour être signalé. Revenons donc à cette question de l'humain. Vous disiez, Madame Charéron, tout à l'heure que la ville durable, c'est pas une ville pour les bobos. Il n'empêche quand même qu'on sait que construire une ville durable avec un petit peu de technologie, etc., ça coûte cher. Il faut que le prix du mètre carré, on aurait dû avoir Bouygues Immobilier avec nous, ça nous aurait permis d'avoir une jauge, mais que le prix du mètre carré en général augmente un petit peu, que la mixité est toujours difficile. Moi, je mets le sujet au débat. Est-ce que on peut arriver à avoir une vraie mixité avec du logement social, avec du tertiaire, une vraie ville qui se cloisonne pas, alors que même on est dans un modèle où il faut beaucoup d'investissement et beaucoup de retour sur investissement, que ce soit Schneider Electric ou Veolia, ou Vinci, ou Bouygues, peu importe, vous n'êtes pas là pour perdre de l'argent, vous êtes là pour en gagner, avec de nouveaux systèmes, avec de nouvelles idées. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas ce risque de ville un peu élite ? Moi, je ne pense pas. C'est vrai qu'il faut être vigilant. Je pense que la chance que l'on a, c'est justement, en tout cas en termes de services urbains, c'est que ces services ont été conçus au XIXe siècle sur la base du collectif, de la mutualisation. Et je pense que ça, c'est des principes qu'il ne faut pas oublier. On a eu tendance ces dernières années, et je pense que c'est très bien, à se tourner vers des boucles plus locales. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir proposer les deux approches, parce que les boucles locales, elles ont l'avantage de vraiment se baser sur ce que peut apporter localement donc les ressources, ce que peuvent apporter les ressources, mais il ne faudrait pas que certains soient exclus de ça. Mais oui, on n'est plus en réseau. Si on n'est plus en réseau, on n'est plus sur la base du collectif. N'oublions pas que tous ces services d'eau, de distribution d'eau, d'assainissement, ont été conçus sur la base de ces principes de collectif. Oui, de collectif et de solidarité. Sur justement, quand on parle de ville durable, quand on parle d'amélioration d'efficacité des services, enfin des infrastructures, comme vous le disiez, on va bénéficier, enfin on va améliorer le service public. Donc on va bénéficier à tous les usagers de ce territoire, qu'ils soient résidents, de passage, etc. Donc là, il y aura une espèce de croissance inclusive, puisque ce qu'on pourra faire sur les réseaux, que ce soit les réseaux d'eau, les réseaux électriques, les réseaux de transport, si on améliore par exemple l'efficacité énergétique dans des bâtiments, dans des quartiers, sur le réseau électrique, ça va bénéficier à tous. Si on réduit
les pertes d'eau sur un réseau, ça va bénéficier à tous. Donc on a quand même des schémas de croissance inclusive et on travaille sur certains domaines à avoir des retours sur investissement qui sont inférieurs à 5 ans. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir les bons investissements au bon endroit sur les infrastructures les plus critiques au départ et qui bénéficient à tous. Oui, enfin, je pense que c'est aussi le rôle de la puissance publique d'être vigilant par rapport à ça. Toutes les opérations que vous voyez aujourd'hui de renouvellement urbain, mais les grandes opérations de renouvellement urbain, en général, vous avez au moins 30% de logement social à l'intérieur de chaque opération. Que ce soit, je prends par exemple l'exemple du quartier de Bonn à Grenoble. À Grenoble, je crois qu'il y a 30%, enfin je suis même sûre qu'il y a 30% c'est une réussite, oui. De logement social. Je crois que sur la Confluence, il y a aussi un pourcentage de logement social important. Nous, enfin, les élus avant tout, mais nous aussi, on est extrêmement vigilants là-dessus. Il y a un deuxième point aussi, et par rapport aux questions d'infrastructure, c'est quelque chose, enfin nous c'est une question qu'on se pose, et je pense qu'il y a non seulement, quand vous aurez de plus en plus de réseaux intelligents, de smart grid, etc., non seulement il y a la question de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité d'accès qui soit liée aux revenus, ce qui pose la question de qui va payer quoi, question qui, à ma connaissance, n'est toujours pas résolu, mais enfin ça c'est un autre problème. Mais il y a aussi un certain nombre d'inégalités qui peuvent venir d'inégalités démographiques, c'est-à-dire que dans une population, on est aujourd'hui dans un pays vieillissant, avec des gens de plus en plus âgés, qui ont de moins en moins de facilités, enfin qui n'ont pas toujours des facilités pour utiliser des systèmes techniques un peu sophistiqués, et on veille aussi à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité d'accès liée à l'âge, liée au niveau lié à des aspects culturels, en fait, au fait que les gens parlent plus ou moins bien français. Enfin, vous voyez, donc je pense oui, parce que effectivement, comme souvent, on est sur des territoires. Alors, le bon exemple, c'est Lyon-Confluence, mais sur des territoires qui sont en friche ou des quartiers qui sont défavorisés, l'idée, bien sûr, c'est pas d'exclure les gens qui sont là. Alors, on parlait en préparant cette émission, Catherine Savard, par exemple, de micro-franchises solidaires. Quand effectivement vous arrivez, vous, avec d'autres groupes, sur des territoires pour construire un écoquartier. Alors, pardon de revenir à l'échelle de l'écoquartier, mais ça permet d'avoir une vue à peu près précise, de permettre à tous les gens qui vivent déjà là d'être associés au projet. Oui, tout à fait. Ce sont vraiment des actions qu'on essaye de mener qui font aujourd'hui partie d'une série d'innovations dans le domaine du sociétal. Et c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à ces systèmes de micro-franchises solidaires parce qu'on pense qu'effectivement c'est une opportunité pour ces populations qui ne sont pas toujours très favorisées. Donc la micro-franchise solidaire, ça peut être par exemple sur un chantier qui va durer 4 ou 5 ans, de se positionner par exemple pour assurer la restauration des gens qui vont travailler sur le chantier, enfin sur les chantiers, ça peut être ça ? D'aider en fait, de contribuer au financement de très petites entreprises, de plomberie par exemple, dans des quartiers qui ne sont plus forcément beaucoup visités parce que considérés comme très difficiles, donc plus très visités par des entreprises classiques. Hein, donc et là, c'est pas former les gens. C'est pas de l'affichage que vous faites là, c'est vraiment des actions. C'est un projet, c'est des choses qui existent déjà. Il y a vraiment des actions qui sont menées, et d'ailleurs dans certains contrats que l'on a aujourd'hui, ça fait partie d'un certain nombre d'actions sur lesquelles on s'engage, puisqu'aujourd'hui, en tant qu'opérateur de services urbains, on n'est plus seulement évalué sur la base de nos performances en termes environnementaux, mais également sur des performances sociales, économiques. Et je crois que c'est bien. Sophie Tonabédian, ce sera quoi le quotidien d'un habitant de la ville durable demain? Alors notamment sur les flux, sur l'énergie. On pourra par exemple avoir un compteur à LED à l'entrée de son appartement qui permettra de connaître comment ça va se passer. Écoute, je ne peux pas vous répondre sur quelle sera la vision à 2020 quand on voit à quelle vitesse on change, les usages changent, on utilise nos smartphones pour beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure de la population vieillissante, il y a beaucoup de solutions pour le maintien à domicile. Donc je vous avoue, je ne peux pas donner une vision idyllique de ce que sera le futur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le citoyen, les infrastructures ne seront plus les seules à fournir de l'information.
le citoyen sera lui aussi un fournisseur d'informations et un acteur d'informations. On le voit dans plusieurs collectivités où il y a pas mal de choses au niveau de tout ce qui est système d'information géographique qui ont été pilotés directement par les citoyens qui mettent sur des moyens multimédia les endroits qu'ils ont rencontrés et qui cartographient un certain nombre de services ou de loisirs qu'ils ont pratiqués. Donc on sent que le citoyen va vers plus de présence. Donc je ne peux pas vous dire dans nos futurs logements ce que sera la ville intelligente ou comment on sera connecté, mais ce qui est sûr, c'est que le citoyen va prendre une place grandissante, qui sera plus actif, et on le voit, nous, dans la partie énergétique, qui est un point sur lequel on travaille beaucoup. Un de nos objectifs, c'est de donner le pouvoir à l'usager pour qu'il soit actif et non plus passif. Donc qu'il participe véritablement à la durabilité de sa ville. Alors, monsieur a demandé la parole. Je vais demander à notre caméra-woman de lui porter tout simplement le micro, à moins que quelqu'un en régie puisse se déplacer pour le faire, ce qui serait la moindre des choses. Mais voilà, on va le faire un petit peu en live. Voilà, monsieur, donc vous avez un micro. Allez-y, ça marche, ça marche. Alors, attendez, est-ce qu'il est allumé? Est-ce qu'il est au vert? Aïe, aïe, si vous commencez à l'éteindre... Allô? Voilà, ça y est. C'est bon. Je voulais savoir, je suis agent qualifié de service, et je voulais savoir si cette conférence a pour but aussi de promouvoir aussi le fait qu'il y a aussi le nettoyage industriel qui peut être pris en compte par rapport à vos problèmes et vos sollicitations. Parce que le nettoyage fait partie de Polytech, et est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez en parler aujourd'hui sur cette table ronde? Moi, je veux bien essayer de répondre. C'est une question pas forcément facile, mais en tout cas, par exemple, pour le nettoyage des chaussées, je ne sais pas si ça fait partie de votre préoccupation, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe, et on essaie de plus en plus d'utiliser de l'eau recyclée, des eaux usées, par exemple, qui vont être recyclées, ou des eaux pluviales qui vont être traitées pour le nettoyage des chaussées. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, c'est des aspects de la ville, effectivement, qui sont importants. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, puisque le micro est là? Allez-y, jetez-vous à l'eau, c'est le moment, si vous voulez témoigner ou poser une question. Bon, en attendant, je voudrais qu'on aborde un problème de gouvernance. Alors, quand je parle de gouvernance, c'est d'un côté ce qui se passe en amont de la mise en œuvre de la ville durable, c'est-à-dire les appels d'offres, les marchés publics, etc., où vous auriez besoin, vous, opérateurs, d'être un petit peu associés, mais bon, c'est compliqué. Dans un marché public, on ne peut pas associer éventuellement un attributaire avant. Et puis après, on parlera de la gouvernance sur comment piloter la ville une fois qu'elle existe. Sur ces problèmes d'abord de façon dont les marchés publics, les appels d'offres sont menés. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on a une difficulté majeure, c'est que les appels d'offres sont régis par le Code des marchés publics, qui fonctionne de manière cloisonnée. Or, on a aujourd'hui des offres pour la ville durable qui sont beaucoup plus à envisager de manière intégrée. Et là-dessus, on a vraiment une difficulté. Et on interpelle d'ailleurs régulièrement les pouvoirs publics à ce sujet. Oui, parce que parler de décloisonner et en même temps cloisonner par la réglementation, c'est... Moi, je ne suis pas la meilleure personne pour vous répondre sur ce sujet-là. On est conscient, on est conscient du fait que c'est très clairement un problème. Ce problème a été dans le cadre, vous savez qu'il y a eu des investissements d'avenir avec beaucoup de projets qui ont été lancés dans le domaine des villes, pour les villes. Alors à partir du moment où on est dans une expérimentation, on peut être moins tributaire en fait de ces règles des marchés publics, ce qui reporte le problème pour plus tard, parce qu'après, l'idée c'est quand même de sortir de l'expérimentation pour aller vers de la banalisation de projets. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très conscient de ces problèmes-là. Malheureusement, c'est vraiment pas moi qui suis la meilleure personne pour pouvoir répondre là-dessus. Mais effectivement, on a en France de nombreux démonstrateurs sur certains sujets. Ça a commencé par le Smart Grid, ensuite les projets éco-cités. Mais aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, et on en discutait il n'y a pas très longtemps avec Madame Savard notamment, nos voisins étrangers, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes obstacles que nous avons aujourd'hui. Ils vont beaucoup plus vite. Alors qu'on devrait, du fait de l'écosystème qu'on a en France, des compétences qu'on a,
on est parmi les mieux placés, je ne veux pas faire de chauvinisme, mais on a des atouts extraordinaires. Certain, oui. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne les exploite pas suffisamment, ou en tout cas suffisamment vite, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays. Donc on a on va dire une question de prise de vitesse, de rapidité, et je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être un petit peu plus lentement que certains de nos confrères étrangers. La gouvernance côté élu. Le problème qui se pose, c'est que dans la ville durable, il y a une temporalité, et puis dans la politique, il y en a une autre. On peut être élu pour 6 ans, pour 12 ans, si on est maire d'une ville, et puis on peut faire qu'un seul mandat. Alors que la ville durable, c'est une vision à long terme, et puis ça peut changer de camp. Alors ces questions-là, alors je sais que ce ne sont pas forcément vos spécialités, mais c'est quand même un obstacle, c'est quand même un problème aussi. Alors peut-être une introduction d'Anne Charéron là-dessus, c'est que comment avoir une vision si on n'est pas sûr de rester au pouvoir trop longtemps? Difficile de vous répondre. Moi je pense que d'une part la vision, certes elle est portée par un politique, mais quand même elle est partagée par d'autres. Il n'y a pas que l'élu qui est élu pour une période de temps relativement courte, qui porte cette vision-là. C'est quand même une vision partagée. Quand vous faites un Agenda 21, par exemple, pour prendre un outil qui existe, que beaucoup de villes ont, vous engagez une réflexion sur l'avenir d'un territoire qui va au-delà d'un mandat d'élu local. Donc les réflexions qui sont aujourd'hui engagées, Catherine Savard parlait de Vancouver, ou les réflexions qui sont engagées en France, certes elles sont initiées par un élu local, mais quelque part elles donnent un cadre général, si vous voulez, elles donnent un cadre, une dynamique, je dirais plutôt, qui va largement à laquelle les élus, alors pas forcément de tous les camps, mais en tout cas la plupart des élus peuvent adhérer. Il peut y avoir des changements d'élus, mais quand même, quand vous êtes confronté au changement climatique, quand vous êtes confronté à l'augmentation, au fait de l'efficacité énergétique, quelle que soit la couleur politique d'un élu, si vous voulez, il est confronté au même problème. Donc après, qui mettent l'accent peut-être plus sur telle chose et moins sur telle chose, après on est sur des adaptations, si vous voulez, mais les enjeux sont tellement unanimement partagés que quand vous êtes dans une réflexion à long terme pour répondre à ces enjeux auxquels sont confrontées aujourd'hui toutes les villes, ça donne quand même des orientations qui ne peuvent pas forcément être remises en question avec les changements politiques. Catherine Savard. Oui, tout à fait. Je partage tout à fait l'avis d'Anne Charéron. On constate quand même que le cap... Il y a un continuum. Il y a un cap qui est conservé. On arrive à continuer à travailler quand même malgré des changements de municipalité. Un mot sur les financements. On sait que la puissance publique est pauvre, enfin, en tout cas, qu'elle est endettée, ce qui revient à peu près au même. Où trouver les financements pour développer ces villes durables? Alors là aussi, comme pour la technologie, comme pour les services, il faut trouver des innovations. Et je pense que le côté financement est également un aspect sur lequel il faut se pencher, il faut réfléchir. Il y a de nouvelles manières de concevoir finalement les projets, de les concevoir de manière plus partenariale, avec des partenariats public-privé. On a des montages un petit peu nouveaux. Est-ce qu'il y a des investisseurs à Barcelone, qui s'intéressent? Vous connaissez peut-être mieux, oui. Sophie? Oui, aujourd'hui, par exemple, on accompagne la ville de Barcelone, mais avec plusieurs industriels. Donc, c'est un partenariat avec la municipalité et plusieurs industriels de mondes divers, on va dire, côté infrastructure, je dirais technique, physique, mais aussi télécom. Et on accompagne la ville dans un projet d'innovation pour développer une plateforme de gestion intégrée de certaines applications urbaines, que ce soit le trafic, la gestion de l'eau, la gestion de l'éclairage public, ce genre de choses-là. Donc aujourd'hui, on a créé ce partenariat. Barcelone a été très motrice aussi dans la création d'un groupe de travail qui inclut d'ailleurs plusieurs autres villes pour créer un City Protocol, on va dire une espèce de format de standardisation de ce que devrait être la ville et puis quelles sont les briques technologiques, mais aussi les différents éléments, l'écosystème qu'il faut mettre en place pour arriver à faire une ville durable. Donc il y a tout ce travail collaboratif qui prend du temps, mais qui commence à avancer et où on commence à mettre en place certaines solutions. On teste, où on voit grandeur nature comment ça se passe. Et sur la partie financement,
Aujourd'hui, c'est un consortium, je dirais, d'acteurs qui abondent au projet. Dont des investisseurs privés. Dont des investisseurs privés. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, on crée un modèle qui sera réplicable demain. Donc, on investit, en fait. Et sur certains sujets, on sait qu'on a des retours sur investissement, c'est-à-dire sur l'efficacité énergétique. Quand vous réduisez la facture d'un bâtiment de 20%, enfin, quand vous réduisez la consommation d'un bâtiment de 20%, on arrive à avoir des retours sur investissement de 3-4 ans. Ce qui est plus complexe, c'est que sur chacun des domaines, je crois qu'on maîtrise suffisamment certaines interactions pour avoir des retours sur investissement qui sont positifs, qui fait qu'avec des partenaires financiers, on arrive à créer des modèles qui fonctionnent. Mais quand on parle d'écosystème, de système, on en parlait tout à l'heure, chacune à notre tour, c'est là où il faut trouver des nouveaux modèles. Parce que sur un domaine, sur l'eau, sur l'électricité, etc., on va être capable de trouver des solutions technologiques. Mais sur la synergie, il va falloir qu'on crée des services, vous parliez de services tout à l'heure Catherine, des services innovants sur lesquels on va trouver une valorisation financière. Et c'est là où on revient un petit peu aux citoyens, parce qu'il va falloir aussi tester ce qui apporte de la valeur aux citoyens et ce pourquoi nous sommes en tant qu'individus aussi prêts à payer en termes de services pour que le modèle puisse fonctionner. Eh bien, ce sera le mot de la fin de ce débat Ville durable. Merci à toutes les trois d'y avoir participé. On va se quitter quelques minutes pour retrouver un autre débat, cette fois-ci sur l'industrie durable, qui est l'un des deux grands thèmes de Polytech 2012. À tout de suite.